Mon beau-fils s'est moqué de mon costume des enterrements bon marché devant tout le monde. C'est une bonne chose que ta femme soit décédée. Maintenant, nous n'avons plus à côtoyer un raté, a-t-il dit. Tout le monde a ri. Mais quand il a découvert que je possédais une fortune, il a imploré mon pardon. Je m'appelle Henri et j'y ai 68 ans. Le jour où j'y ai enterré ma femme Marguerite était censé être consacré à honorer sa mémoire, à dire au revoir à la femme qui avait été tout pour moi pendant 43 ans. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'y ai découvert exactement ce que ma propre famille pensait de moi. Le funérarium était plein à craquer. Marguerite avait touché tant de vie en tant qu'enseignante, bénévole, et amie. Je me tenais près de elle entrée dans mon costume bleu marine, le même que j'y avais porté au mariage de notre fille Camille il y a 12 ans. Le tissu s'était aminci au coude. Et si vous regardiez de près, vous pouviez voir où j'y avais réparé une petite déchirure sur la manche. C'était le seul costume que je possédais. Je m'en fichais. Les choses matérielles n'avaient jamais eu d'importance pour Marguerite ou pour moi. Nous avions construit notre vie sur l'amour, sur de petits moments, sur le fait d'être là l'un pour l'autre. Le costume était propre, repassé et respectueux. C'était suffisant. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Maxime, mon beau-fils, est arrivé avec Camille environ 20 minutes avant la cérémonie. Il portait un costume gris anthracite hors de prix, qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois à l'époque où je travaillais encore comme agent des entretiens. Ses chaussures étaient si cirées qu'elles reflétaient l'éclairage tamisé du funérarium. Il avait ce regard qu'il avait toujours, cette expression suffisante de quelqu'un qui pense que le monde lui doit quelque chose. J'y accueillais les invités près de la table de recueillement, serrant des mains, acceptant les condoléances, quand j'y ai entendu sa voix trancher à travers le murmure des conversations. « Bon Dieu, Henri, c'est ce costume que tu portes ?» Je me suis retourné. Maxime me fixait, ses yeux me balayant de la tête aux pieds comme si j'y étais quelque chose qu'il avait trouvé sous la semelle de sa chaussure. Camille se tenait à côté de lui, le visage déjà rouge. « Maxime » a-t-elle chuchoté en tirant sur sa manche. « Pas maintenant. » Mais Maxime avait un public désormais. Sylvie, la cousine de Marguerite, et son mari se tenaient à proximité. Il y avait aussi les Dubois, nos voisins de la rue, et quelques anciens collègues de l'école de Marguerite. Non, sérieusement, a continué Maxime, la voix assez forte pour que des autres têtes se tournent. Tu n'as même pas pu trouver un costume décent pour l'enterrement de ta propre femme. Ce truc donne l'impression que tu es la sortie d'une benne de Don Emmaüs. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'y ai senti ma gorge se serrer, mes mains commençaient à trembler. Les gens regardaient maintenant, certains avec pitié, des autres avec cette expression inconfortable que les gens ont quand ils sont témoins de quelque chose de cruel, mais ne veulent pas s'en mêler. J'y ai ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Que pouvais-je dire? Que c'était le costume que Marguerite m'avait aidé à choisir il y a des années. Qu'elle m'avait toujours dit que je le portais bien. Que nous avions ri ensemble pendant que je l'essayais aux Galeries Lafayette, sachant tous les deux que c'était plus que ce que nous devions dépenser, mais le faisant quand même parce que le mariage de notre fille était important. Maxime n'avait pas fini. Il s'est approché et j'y ai pu sentir son eau de Cologne coûteuse, voir le mépris écrit clairement sur son visage. Tu sais quoi? A-t-il dit, les lèvres se retroussant en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. C'est probablement pour le mieux que Marguerite soit décédée. Au moins, maintenant, elle n'a plus besoin d'être liée à un raté. Elle n'a plus à trouver des excuses pour expliquer pourquoi son mari est une telle déception. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'y ai entendu quelqu'un halter. La main de Sylvie a volé vers sa bouche. Mais ce qui m'a détruit, ce n'est pas la cruauté des mots de Maxime. C'est le son qui a suivi. Pas des rires de tout le monde, mais suffisamment. Thomas, le frère de Maxime, a ricané. Quelques amis du bureau de Maxime, venus présenter leur respect, ont pouffé de rire. Même Camille, ma propre fille, elle n'a pas ri, mais elle ne m'a pas défendu non plus. Elle est juste restée là, le visage rouge, les yeux regardant partout sauf vers moi. Mes mains tremblaient si fort maintenant que je devais les croiser. Le programme des obsèques que je tenais à glisser de mes doigts est tombé sur le sol. Je me suis baissé pour le ramasser, et en me redressant, j'y ai aperçu mon reflet dans le miroir à l'autre bout de la pièce. Un vieil homme dans un costume usé, de fins cheveux gris, les épaules voûtées, les yeux mouillés de larmes que j'y essayais désespérément de retenir.
Était-ce ainsi qu'ils me voyaient tous? Était-ce ce que j'y étais devenu à leurs yeux? J'y ai regardé Camille, ma petite fille, la fille que j'y avais bercée pour elle endormir quand elle faisait des cauchemars. La fille dont j'y avais tenu la main lors de son premier jour d'école maternelle. La jeune femme que j'y avais accompagnée à l'hôtel, les larmes coulant sur mon visage parce que j'y étais si fier d'elle. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Je suis désolé que tu ressentes cela, Maxime, ai-je réussi à dire, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Il a eu un sourire narquois. Je dis juste ce que tout le monde pense, le vieux. Je voulais partir. Je voulais sortir de ce funérarium et ne jamais revenir. Mais c'était la journée de Marguerite. Ces gens étaient venus pour elle honorer, et je n'allais pas laisser la cruauté de Maxime entacher sa mémoire. Je me suis penché, j'y ai ramassé le programme avec la photo de Marguerite sur le devant, et je l'ai serré contre ma poitrine. Sur la photo, elle souriait, ce sourire chaleureux qui avait toujours tout rendu meilleur. Ses yeux se plissaient au coin comme il le faisait quand elle était vraiment heureuse. Ne les laisse pas te faire te sentir petit, Henri, m'avait-elle dit à peine 3 jours avant sa mort, la voix faible mais ferme, sa main serrant la mienne avec le peu de force qui lui restait. Tu n'es pas petit. Tu ne l'as jamais été. Mais debout là, avec les mots de Maxime flottant dans l'air et le silence de ma fille coupant plus profondément que n'importe quelle insulte, je me suis senti plus petit que je ne l'avais jamais été de ma vie. La cérémonie a commencé 15 minutes plus tard. Je me suis assis au premier rang, seul. Camille et Maxime se sont assis à côté de moi, mais il aurait tout aussi bien pu y avoir un mur entre nous. Tout au long de la cérémonie, alors que les gens parlaient de la gentillesse de Marguerite, de sa générosité, de son amour, je n'arrêtais pas de rejouer les mots de Maxime, raté, déception, mieux sans toi. Était-ce ainsi que Marguerite s'était sentie? Avais-je été un fardeau pour elle toutes ces années? Non. Je savais que c'était faux. Marguerite m'avait aimé. Dans les moments de calme, dans la façon dont elle me tenait la main pendant que nous regardions la télévision, dans les petits mots qu'elle glissait dans ma gamelle du midi, dans la façon dont elle me regardait même après 4 décennies passées ensemble. Elle m'avait aimé. Mais notre fille ne m'avait pas défendu, et cela faisait plus mal que tout ce que Maxime aurait pu dire. Alors qu'il fermait le cercueil de Marguerite, j'y ai pressé ma main contre le bois verni une dernière fois. Je suis désolé, ai-je chuchoté, bien que je ne sois pas sûr de ce pourquoi je m'excusais, pour le costume usé, pour ne pas être la réussite que notre beau-fils pensait que je devrais être, pour l'avoir d'une certaine manière laissé tomber. La ligne de condoléances après la cérémonie fut une torture. Les gens me serraient la main, offraient leurs condoléances, mais je pouvais voir certains d'entre eux regarder mon costume, pensant probablement que Maxime avait raison. J'y étais un homme de 68 ans dans un costume bon marché et usé à l'enterrement de sa femme. Que est-ce que cela disait de moi? Au moment où tout le monde est parti, je me suis senti vidé, creux. Je suis rentré dans notre petite maison, celle où Marguerite et moi avions vécu pendant 38 ans. Tout ici me rappelait elle. La cuisine où elle avait appris à Camille à faire des crêpes. Le jardin dont elle s'occupait chaque printemps. La chambre où nous nous étions soutenus dans les bons comme dans les mauvais moments. Je me suis assis sur le bord de notre lit, portant toujours ce foutu costume, et je me suis enfin laissé pleurer. Ce que je ne savais pas, c'est que Marguerite m'avait laissé quelque chose. Quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose qui prouverait une fois pour toutes qui était le véritable raté. Mais cette révélation n'allait avoir lieu qu'une semaine plus tard. Pour l'instant, je n'avais que le chagrin, l'humiliation et l'écho du silence de ma fille. Et les derniers mots de Marguerite se répétant dans ma tête comme une bouée de sauvetage à laquelle je n'étais pas sûr de mériter de m'accrocher, ne les laisse pas te faire te sentir petit, Henri. Mais je me sentais déjà invisible. Le mépris n'avait pas commencé à l'enterrement. Il s'était accumulé pendant des années, si graduellement que je n'avais même pas remarqué que c'était devenu normal jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'arrêter. Je me souviens de la première fois que j'y ai rencontré Maxime. Camille l'a ramené à la maison pour un déjeuner dominical il y a environ 13 ans. Elle rayonnait, si excitée de nous présenter cet homme qu'elle fréquentait depuis 6 mois. Marguerite et moi avions cuisiné toute la matinée, préparant un beau gigot des agneaux, nous assurant que tout était parfait. Maxime a franchi notre porte dans un costume hors de prix, le genre avec une étiquette de créateur visible à l'intérieur de la veste quand il l'a enlevée. Sa poignée de main était ferme, mais ses yeux, ils ont balayé notre modeste salon, faisant l'inventaire. Je l'ai vu remarquer la vieille télévision,
le canapé usé que Marguerite et moi possédions depuis que Camille était au lycée, les photos de famille décolorées sur les murs. Son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Alors Henri, a-t-il dit pendant le repas, en coupant la viande parfaitement cuite de Marguerite. Camille me dit que vous êtes agent des entretiens. À la retraite maintenant, ai-je dit, essayant de garder un ton léger. J'y ai travaillé au parc des affaires des Rives de Seine pendant 32 ans. Un agent des entretiens? A-t-il répété comme s'il testait le goût du mot. C'est intéressant. Mon père possède 3 concessions automobiles dans toute la région. La main de Marguerite a trouvé la mienne sous la table, la serrant doucement. Elle savait ce qui allait arriver. Elle savait toujours. Camille est intervenue en essayant de sauver le moment. Papa a travaillé dur toute sa vie. Il aime à payer mes études, mon BTS. Maxime l'a corrigé, son ton agréable mais pointu, avant que tu n'intègres l'école de commerce, n'est-ce pas? Le reste de ce dîner a été inconfortable, mais je me suis dit que j'y étais trop sensible. Maxime faisait juste la conversation, apprenant à nous connaître. Ce n'était pas sa faute et s'il venait d'un milieu aisé et pas moi. Mais ensuite est venu le dîner de fiançailles 1 an plus tard. Maxime avait choisi le restaurant, un endroit chic du centre-ville de Paris où le plat le moins cher coûtait 45 €. Marguerite et moi portions nos plus beaux vêtements, ce qui signifiait mon vieux costume et sa robe bleu marine qu'elle possédait depuis une décennie. À notre arrivée, Maxime et Camille étaient déjà assis avec les parents de Maxime, Richard et Béatrice. Les parents de Maxime étaient tirés à 4 épingles, exactement le genre de personnes à leur place dans un endroit comme celui-ci. Les bijoux de Béatrice coûtaient probablement plus cher que ma pension annuelle. Richard portait des boutons de manchette qui accrochaient la lumière à chaque mouvement de ses mains. Je me suis senti à l'écart immédiatement. Henri, Marguerite, a dit Richard en se levant pour nous serrer la main. Sa poignée de main était expéditive, dédaigneuse. Maxime nous a parlé de vous. La façon dont il l'a dit montrait clairement que Maxime ne leur avait rien dit de bon. Tout au long du repas, la conversation n'a cessé de revenir sur l'argent, la nouvelle promotion de Maxime, son portefeuille des investissements, la maison que lui et Camille cherchaient dans une banlieue chic. Richard a parlé de l'expansion de sa chaîne de concessions. Béatrice a mentionné leur prochain voyage à l'île Maurice. À chaque fois que j'y essayais de participer à la conversation, je sentais que ça tombait à plat. Marguerite et moi sommes allés à la Grande Motte l'été dernier, ai-je glissé à un moment donné. C'est un bel endroit. Béatrice a souri. Mais c'était le genre de sourire que l'on donne à un enfant qui a dit quelque chose de naïf. Comme c'est pittoresque. Puis sont venus les cadeaux. Maxime a offert à Camille un bracelet en diamant juste là, à table. Elle a haleté, les larmes aux yeux, jetant ses bras autour de lui. C'était magnifique, ça coûtait probablement des milliers d'euros. Richard et Béatrice leur ont donné un chèque. J'y ai vu le montant quand Camille a brandi en pleurant, 25 000 € pour le mariage. Marguerite et moi avions aussi apporté un cadeau. Nous avions économisé pendant des mois, en nous privant et en planifiant. Nous leur avons offert un plaid en patchwork que Marguerite avait passé des semaines à créer. Chaque carré représentait un moment de la vie de Camille, un morceau de sa couverture de bébé, du tissu de son premier costume de carnaval, un écusson de son lycée. C'était rempli d'amour, des histoires et de souvenirs. Camille nous a remerciés, mais elle l'a mis de côté rapidement. Maxime a à peine regardé. Une couverture, ai-je entendu marmonner à son père. C'est gentil, je suppose. C'est le soir où j'y ai réalisé que Maxime ne se considérait pas seulement comme supérieur à moi, il me prenait en pitié. Le mariage fut pire. La famille de Maxime a tout payé et ils se sont assurés que tout le monde le sache. Les invitations, le domaine, le bar ouvert, tout était haut de gamme. Lors de la réception, Richard a fait un discours sur la fierté qu'il éprouvait de voir son fils trouver une femme aussi merveilleuse et sur la façon dont sa famille fournirait tout ce dont ils auraient besoin pour un avenir prospère. J'y ai aussi fait un discours. J'y ai parlé de la façon dont j'y avais vu Camille grandir, de la fierté que Marguerite et moi éprouvions pour la femme qu'elle était devenue. J'y ai essayé de dire quelque chose sur Maxime, sur le fait de l'accueillir dans la famille, mais les mots sonnaient creux même pendant que je les prononçais. Quand j'y ai fini, il y a eu des applaudissements polis. Quand Richard a fini son discours, les gens se sont levés et ont acclamé. Après le mariage, les choses ont empiré. Maxime et Camille ont emménagé dans leur nouvelle maison, une grande villa avec 4 chambres dans une résidence sécurisée.
Marguerite et moi étions invités à dîner une fois par mois, toujours selon les conditions de Maxime. Toujours à des moments qui ressemblaient plus à une obligation qu'à une envie de passer du temps ensemble. Je me souviens d'un dîner en particulier, il y a environ 5 ans. Maxime venait d'obtenir une nouvelle promotion. Il a passé toute la soirée à parler de son nouveau salaire, de ses primes, de ses actions des entreprises. Vous savez, Henri, a-t-il dit en s'adossant à sa chaise, faisant tourner son vin. Si vous aviez été plus ambitieux quand vous étiez plus jeune, si vous aviez fait de meilleurs choix de carrière, vous auriez pu avoir une vie comme celle-ci. La fourchette de Marguerite a résonné contre son assiette. Maxime s'est déplacé. Il a levé les mains. Je suis juste honnête. Aucun jugement, mais les faits sont les faits. Certaines personnes visent plus haut que d'autres. Camille n'a rien dit. Elle a juste rempli le verre de vin de Maxime. Noël était toujours le pire moment. Nous échangions tous des cadeaux, et la disparité était écrasante. Maxime achetait à Camille des bijoux coûteux, des sacs à main de créateurs, des choses qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un mois. Pour moi, s'il s'en souvenait, c'était toujours quelque chose de dédaigneux, une carte cadeau de 20 € pour un magasin de bricolage, une cravate bon marché. Une fois, il ne m'a rien offert et a juste haussé les épaules quand Camille en a parlé. J'y ai pensé que à l'âge des Henri, il n'avait pas besoin de grand-chose, avait dit Maxime en riant. Marguerite s'assurait toujours d'offrir des cadeaux attentionnés à tout le monde, même à Maxime. Elle lui tricotait des écharpes, cuisinait ses biscuits préférés, créait des albums photos personnalisés. Il la remerciait poliment, mais je ne l'ai jamais vu utiliser quoi que ce soit qu'elle lui ait donné. Le pire moment, celui qui aurait dû me faire réaliser à quel point les choses avaient empiré, s'est produit il y a 3 ans. Le dîner des anniversaires de Camille. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant et Maxime a passé les 30 premières minutes sur son téléphone à régler une affaire professionnelle. Quand il l'a finalement posé, il m'a regardé et a dit « Ça doit être sympa d'être à la retraite, Henri. » Tout ce temps libre, aucune responsabilité, aucune pression pour performer. J'y ai travaillé pendant 32 ans, Maxime, ai-je dit doucement. C'est vrai, en tant qu'agent des entretiens, a-t-il dit, comme si le travail lui-même était une blague. Je veux juste dire que c'est différent. Quand vous êtes dans ma position, il y a toujours quelque chose en jeu. Vous ne pourriez pas comprendre ce genre de stress. J'y ai regardé Camille, attendant qu'elle dise quelque chose. C'était ma fille. Elle m'avait vu enchaîner les doubles gardes pour payer ses fournitures scolaires. Elle avait vu Marguerite et moi nous sacrifier pour qu'elle puisse avoir une vie meilleure que la nôtre. Elle a juste regardé son menu. Papa a fait de son mieux, a-t-elle finalement dit, mais sa voix était si douce, si dénuée de conviction que c'était pire que de ne rien dire du tout. C'est devenu la norme. Maxime critiquait, se moquait, rabaissait, et Camille ne disait rien ou offrait la défense la plus faible possible avant de changer de sujet. La conversation sur les investissements a été la goutte d'eau avant que Marguerite ne tombe malade. Maxime a coincé chez eux, a ouvert une application sur son téléphone montrant son portefeuille des actions. « Regardez ça », a-t-il dit en me poussant l'écran sous le nez. C'est à ça que ressemble une gestion financière intelligente. Vous et Marguerite auriez pu avoir une sécurité si vous aviez pensé à l'avenir au lieu de juste joindre les deux bouts. Nous étions heureux, ai-je dit. Il a ri. Heureux et fauché. Super combinaison. Marguerite était dans l'autre pièce avec Camille, mais je savais qu'elle avait entendu. Quand nous sommes partis ce soir-là, elle a pleuré dans la voiture. Pas pour elle-même, mais pour moi, pour devoir subir ça. Pourquoi le laisses-tu te parler comme ça ? A-t-elle demandé. Parce que c'est le mari de Camille, ai-je répondu. Et je ne veux pas la perdre. Mais la vérité, c'est que je l'avais déjà perdue. Quelque part en cours de route, ma fille avait choisi le monde de Maxime plutôt que le mien, avait choisi ses valeurs plutôt que celles que Marguerite et moi avions essayé de lui inculquer. Et quand Marguerite est tombée malade il y a 6 mois, quand le cancer est arrivé vite et cruellement, les visites de Camille et Maxime sont devenues encore moins fréquentes. Ils passaient à l'hôpital, restaient 20 minutes, juste assez pour avoir l'air inquiet, mais jamais assez pour aider réellement. Maxime se tenait au pied du lit de Marguerite, regardant sa montre, faisant des commentaires sur la façon dont les visites à l'hôpital le déprimaient, sur le fait qu'il devait retourner au travail. Marguerite me serrait juste la main et souriait faiblement. Elle ne s'est jamais plainte, pas une seule fois. Mais je savais qu'elle voyait ce que je voyais.
Notre fille était devenue quelqu'un que nous ne reconnaissions plus, quelqu'un qui valorisait l'apparence et l'argent plus que le caractère et l'amour. Et Maxime avait été l'architecte de tout cela. Maintenant, assis dans notre maison vide une semaine après l'enterrement, entouré de souvenirs de Marguerite, je ne pouvais m'empêcher de rejouer chaque moment, chaque insulte, chaque rejet, chaque fois que Camille choisissait le silence plutôt que de défendre son propre père. Je sentais le poids de tout cela m'écraser. Je ne savais pas alors que tout allait changer. Je ne savais pas que Marguerite, même dans la mort, allait leur donner à tous une dernière leçon, une leçon sur qui comptait vraiment, sur ce à quoi ressemblait le véritable succès, sur le coût de la cruauté et le prix du mépris. La lettre de son avocat arriverait dans 2 jours, et plus rien ne serait jamais pareil. L'enveloppe est arrivée un mardi matin, 9 jours après l'enterrement de Marguerite. J'y étais assis à la table de la cuisine, fixant une tasse de café devenue froide depuis des heures. La maison semblait trop calme. Chaque craquement, chaque bruit de tassement me rappelait que j'y étais seul maintenant. Quand la sonnette a retenti, j'y ai failli ne pas répondre. Je n'étais pas prêt pour des autres petits plats de voisins bien intentionnés ou pour les regards de pitié des gens qui avaient entendu parler de l'incident des funérailles. Mais la sonnerie a persisté, alors je me suis traîné jusqu'à la porte. Un jeune homme en costume se tenait sur mon porche avec un attaché-caisse en cuir. Il ne devait pas avoir plus de 30 ans, avec des cheveux parfaitement peignés et des lunettes à monture métallique. « Monsieur Henri Dumas » a-t-il demandé. « C'est moi. Je suis maître Julien Dupont, du cabinet Dupont et AMP, associé. J'y étais l'avocat de Madame Dumas. Puis-je entrer ? » Marguerite avait un avocat ? En 43 ans de mariage, elle n'avait jamais mentionné avoir un avocat. Nous avions toujours tout géré nous-mêmes, nos testaments simples rédigés lors d'une permanence juridique gratuite il y a des années. Je l'ai conduit au salon. Il s'est assis sur le canapé, a ouvert son attaché-caisse avec des mouvements précis, et en a sorti un épais dossier cartonné. « Monsieur Dumas, je suis ici pour discuter de la succession de votre épouse. » J'y ai failli rire. Succession ? Nous avions fini de payer cette maison de 110 mètres carrés après des décennies de crédit immobilier. Nous avions ma retraite. Nous avions un petit compte d'épargne avec peut-être 8 000 € dessus. Belle succession. Je suis au courant de ce que nous avons, ai-je dit. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour moi. Maître Dupont m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il a ouvert le dossier et a sorti plusieurs documents, les étalant sur notre table basse. Monsieur Dumas, je ne pense pas que vous compreniez. Votre épouse possédait des actifs importants qu'elle gardait privés à sa demande. Les mots n'avaient aucun sens. J'y ai regardé les papiers devant moi, voyant des chiffres et des termes juridiques qui auraient tout aussi bien pu être écrits dans une langue étrangère. De quoi parlez-vous ? Il a sorti une feuille unique, elle a tourné vers moi, et a pointé un chiffre en bas, 8 700 000 €. Je l'ai lu 3 fois. Les chiffres n'ont pas changé. C'est impossible, ai-je chuchoté. Il y a une erreur. Nous n'avons jamais eu. Ce n'est pas possible. L'expression de Maître Dupont s'est adoucie. C'est exact, monsieur Dumas. Votre épouse était une investisseuse très avisée. Elle voulait que je vous explique tout personnellement. Il a sorti des autres documents et, lentement, pièce par pièce, il a révélé une facette de Marguerite dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Cela avait commencé en 1983. La tante de Marguerite, une femme que je n'avais rencontrée qu'une poignée de fois, était décédée et avait laissé à Marguerite un héritage équivalent à environ 40 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était plus d'argent que nous n'en avions jamais vu d'un coup. Marguerite m'avait fait asseoir à cette même table de cuisine et m'en avait parlé. Nous avions discuté de ce qu'il fallait en faire. Le toit avait besoin de réparation. Camille avait besoin d'un appareil dentaire. Nous avions des dettes. Mais j'y avais dit quelque chose ce jour-là, quelque chose dont je me souvenais à peine. Maître Dupont l'avait écrit dans les notes de Marguerite. Vous lui avez dit, a-t-il poursuivi en lisant un document, que dans le parc des affaires où vous travaillez comme agent des entretiens, de jeunes entreprises technologiques très intéressantes se lançaient. Vous avez mentionné l'une des entre elles en particulier, une petite boîte de logiciels qui travaillait sur quelque chose concernant la gestion des données. Vous avez dit qu'ils avaient l'air intelligents, dévoués. Vous avez dit à Marguerite, si j'y avais de l'argent à investir, je parierais sur des gens comme ça. Le souvenir m'est revenu lentement. Oui, j'y avais dit ça.
J'y avais l'habitude de discuter avec les jeunes programmeurs quand je nettoyais leur bureau tard le soir. Des gamins enthousiastes travaillant sur un projet auquel ils croyaient. J'y avais été impressionné par leur dévouement, par la façon dont ils travaillaient jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Marguerite a pris 5 000 € de cet héritage, a continué elle avocat, et les a investis dans cette entreprise. Elle s'appelait Tech Data Euro. Je connaissais ce nom. Tout le monde connaissait ce nom. Tech Data était devenue l'une des plus grandes entreprises de gestion de données au monde. Ils étaient entrés en bourse dans les années 90, et leurs actions avaient été fractionnées plusieurs fois. Elle a conservé ses actions, à 10 mètres du pont. Elle n'en a jamais vendu une seule, à travers chaque division, chaque envolée. Savez-vous combien valent aujourd'hui 5 000 € investis dans Tech Data en 1983? Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine respirer. 3 200 000 €. La pièce a commencé à tourner. J'y ai agrippé la coudoir de mon fauteuil. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi l'avocat. Marguerite a pris une autre partie de cet héritage et a acheté une propriété, un petit terrain en périphérie de la ville dans une zone qui n'était pas développée à l'époque. Elle a payé 6 000 €. Je me souvenais de ça aussi. Marguerite avait mentionné l'achat d'un terrain, disant que c'était un bon investissement. J'y avais fait confiance à son jugement. La zone n'était que des champs vides à l'époque. Cette zone fait maintenant partie du grand quartier commercial des Rives de Seine, à 10 mètres du pont. Elle a vendu la moitié de ce terrain il y a 15 ans pour 800 000 € et a investi les bénéfices dans des fonds indiciels. La moitié restante est actuellement évaluée à 2 100 000 €. Mes mains tremblaient. Je les ai pressées contre mes genoux pour les stabiliser. Le reste, a dit l'avocat en rassemblant les documents, provient des investissements prudents et réguliers sur 40 ans, de petites sommes, rien qui n'aurait un impact sur votre vie quotidienne, mais investis judicieusement dans des fonds communs de placement, des obligations et des actions du CAC 40. Votre épouse était exceptionnellement douée sur le plan financier, monsieur Dumas. Pourquoi? Le mot est sorti comme un murmure. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Maître Dupont a plongé la main dans son attaché-caisse et en a sorti une enveloppe scellée. Mon nom était écrit dessus avec l'écriture de Marguerite. Elle a laissé ça pour vous. Elle m'a fait promettre de vous le remettre personnellement après vous avoir tout expliqué. Mes doigts tremblaient quand j'y ai pris l'enveloppe. Je l'ai fixée pendant un long moment avant de l'ouvrir soigneusement. À l'intérieur, il y avait 3 pages remplies de l'écriture soignée et cursive de Marguerite. Je l'ai reconnue immédiatement, la façon dont elle faisait ses majuscules, la petite fioriture sur sa signature. La date en haut indiquait 3 semaines avant sa mort. Mon très cher Henri, cela commençait ainsi. J'y ai dû arrêter de lire pendant un moment. Voir ces mots, savoir qu'elle avait écrit cela, savoir qu'elle ne serait pas là quand je le lirais, cela m'écrasait la poitrine. J'y ai continué. Mon très cher Henri, si tu lis ceci, c'est que Maître Dupont a parlé de l'argent. Je ne peux que imaginer à quel point tu es sous le choc. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi pour avoir gardé ce secret. J'y avais mes raisons, et j'y espère que tu les comprendras. Quand tante Jeanne m'a laissé cet héritage, tu m'as donné le meilleur conseil des investissements sans même le savoir. Tu m'as orienté vers Tech Data parce que tu as vu quelque chose chez ces jeunes, quelque chose sur le dévouement et l'innovation qui résonnait en toi. Tu as toujours eu ce don, Henri. Tu vois le bien chez les gens, le potentiel, même quand ils ne le voient pas eux-mêmes. J'y ai fait ce premier investissement grâce à toi. Et quand ça a commencé à fructifier, j'y ai réalisé quelque chose, l'argent change les gens. Pas toi, jamais toi. Mais ça change la façon dont les autres te traitent. J'y ai regardé des amis qui avaient fait fortune être soudainement entourés de parents qui ne s'étaient jamais souciés d'eux auparavant. Je l'ai vu créer de la distance, de la suspicion, du ressentiment. Je ne voulais pas ça pour nous. Je ne voulais pas que les gens, en particulier Camille, nous traitent différemment à cause de l'argent. Je voulais qu'ils nous aiment ou ne nous aiment pas pour ce que nous étions vraiment. Je voulais savoir qui serait là pour nous quand ils penseraient que nous n'avions rien. Et maintenant, mon amour, nous savons. L'argent est à toi maintenant. En totalité. Mais j'y ai une demande, ma dernière requête. Elle n'en parle à personne tout de suite. Pas encore. Pendant les prochains mois, vis comme tu l'as toujours fait. Laisse les gens te montrer qui ils sont vraiment quand ils pensent que tu n'es toujours que le pauvre vieil Henri. Camille est notre fille, et je l'aime de tout mon cœur. Mais elle s'est égarée.
Maxime elle a empoisonné contre nous, contre les valeurs que nous avons essayé de lui enseigner. Elle a besoin de voir vraiment ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a choisi. Donne-leur le temps de se révéler complètement. Ensuite, et seulement ensuite, prends ta décision sur ce que tu feras de ce cadeau que je te laisse. Tu n'es pas un raté, Henri. Tu ne l'as jamais été. Tu m'as offert la vie la plus riche, pas à cause de l'argent, mais à cause de l'amour. Tu as travaillé dur. Tu as traité les gens avec dignité. Tu as élevé notre fille avec gentillesse, même quand elle a cessé de l'apprécier. Tu es tout ce qu'un homme devrait être. Cet argent est mon dernier cadeau pour toi. Utilise-le pour trouver la paix. Utilise-le pour vivre la vie dont nous avons toujours rêvé mais que nous pensions ne pas pouvoir nous offrir. Voyage. Vois le monde. Sois libre. Et si Camille et Maxime reviennent dans ta vie, que ce soit parce qu'ils t'aiment, pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose de toi. Je t'aime, Henri. Je t'ai aimé depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Et je t'aimerai au-delà de cette vie. Ne les laisse pas te faire te sentir petit. Tu n'es pas petit. Tu ne l'as jamais été. Tout mon amour, pour toujours et à jamais, Marguerite. Au moment où j'y ai fini de lire, des larmes coulaient sur mon visage. Je l'ai relu, puis une troisième fois, entendant la voix de Marguerite dans chaque mot. Maître Dupont est resté assis silencieusement, me laissant du temps. Finalement, il s'est raclé doucement la gorge. Madame Dumas était très précise dans ses instructions, a-t-il dit. L'argent est entièrement à vous, sans aucune condition, mais elle a demandé que j'y attende plusieurs mois avant de révéler cela à qui que ce soit des autres, y compris à votre fille, à moins que vous ne m'indiquiez le contraire. J'y ai plié la lettre soigneusement, la tenant contre ma poitrine. Elle voulait que vous voyiez qui ils étaient vraiment, a dit doucement l'avocat. Elle voulait que vous ayez cette clarté avant de prendre la moindre décision. J'y ai regardé les documents étalés sur la table basse. 8 700 000 €. Plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé avoir. De l'argent qui pourrait tout changer. Mais Marguerite avait raison. Cela avait déjà changé quelque chose. Cela m'avait donné un test, un moyen de voir qui étaient vraiment Camille et Maxime quand ils pensaient que je n'avais rien à leur offrir à part moi-même. Et ils avaient déjà échoué à ce test de façon spectaculaire à l'enterrement. Mais Marguerite voulait que je laisse les choses se dérouler. Que je leur donne chaque occasion de montrer leur vraie couleur, pour m'assurer qu'il n'y ait aucun doute, aucune remise en question, aucune hésitation sur le fait de les avoir mal jugés. Que dois-je faire ? Ai-je demandé à Maître Dupont. Rien pour l'instant, a-t-il répondu. L'argent est sur des comptes sécurisés. Il génère des intérêts. Quand vous serez prêt, nous discuterons de la façon dont vous voulez le gérer, de ce que vous voulez en faire. Mais pour l'instant, conformément aux souhaits de votre femme, nous attendons. Après le départ de l'avocat, je me suis assis seul dans le salon, la lettre de Marguerite entre les mains. La maison était toujours trop calme, mais d'une certaine manière, je me sentais moins seul que je ne l'avais été depuis des jours. Marguerite m'avait protégé une dernière fois. Elle m'avait donné la vérité, enveloppée dans une sécurité financière et un test qui révélerait tout ce que j'y avais besoin de savoir. J'y ai pensé aux mots de Maxime à l'enterrement, au silence de Camille, à des années de mépris et de rejet. Il pensait que je n'étais rien. Il pensait que la mort de Marguerite les libérait du fardeau de faire semblant de se soucier d'un raté. J'y ai regardé la lettre à nouveau, les mots de Marguerite, ne les laisse pas te faire te sentir petit. Tu n'es pas petit. Tu ne l'as jamais été. Pour la première fois depuis l'enterrement, j'y ai ressenti autre chose que du chagrin et de l'humiliation. J'y ai ressenti une clarté froide et silencieuse. Marguerite m'avait fait un cadeau. Pas seulement l'argent, mais la vérité. Et maintenant, j'y allais honorer son dernier souhait. J'y allais laisser Maxime et Camille me montrer exactement ce qu'ils étaient devenus, et ensuite, je déciderai de la suite. 3 semaines après avoir appris le secret de Marguerite, Camille a appelé. C'était la première fois que j'y avais de ses nouvelles depuis l'enterrement, et même alors, elle n'avait pas appelé pour prendre de mes nouvelles, elle avait envoyé un texto, « J'espère que tu vas bien, papa. » 7 mots après tout ça. Maintenant, son nom clignotait sur l'écran de mon téléphone. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, la lettre de Marguerite fraîche dans mon esprit. Salut, Camille. Papa. Sa voix était tendue, forcée. Comment tu tiens le coup ? La question semblait théâtrale, comme si elle lisait un script.
Je pouvais entendre Maxime en arrière-plan, sa voix étouffée mais présente. Je me débrouille, ai-je dit, gardant une voix neutre. C'est bien. C'est vraiment bien. Une pause. Écoute, Maxime et moi discutions et nous avons pensé que tu aimerais peut-être venir dîner à la maison ce samedi. Ça t'irait? J'y ai regardé autour de moi dans la maison vide. Le fauteuil de lecture de Marguerite était près de la fenêtre, son marque-page gardant toujours sa place dans un roman qu'elle ne finirait jamais. Sa tasse à café était toujours dans les gouttoirs parce que je n'arrivais pas à me résoudre à la ranger. Bien sûr, ai-je dit. À quelle heure? 19h et papa. Maxime voulait que je te dise qu'il s'en veut vraiment pour ce qui s'est passé à l'enterrement. Il était très stressé et il veut s'excuser correctement. J'y ai failli rire. Le stress? C'était donc l'excuse pour dire à un veuf en deuil que sa femme morte était mieux sans lui. J'y serai, ai-je répondu. Quand je suis arrivé chez eux ce samedi, apportant une tarte aux pommes achetée en boulangerie parce que Marguerite n'était plus là pour pâtisser, Maxime a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Henri, entrez, entrez. Il a même posé sa main sur mon épaule, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je peux prendre votre manteau? La maison sentait le traiteur hors de prix. À travers l'embrasure de la porte de la cuisine, je pouvais voir des contenants de ce traiteur italien haut de gamme du centre-ville, celui où un simple plat coûtait 60 €. Camille est apparue vêtue d'une robe qui avait l'air neuve. Elle m'a serré dans ses bras, mais c'était rigide. Obligatoire. Papa, ça fait si plaisir de te voir. Viens t'asseoir. Le dîner est presque prêt. Nous nous sommes installés dans la salle à manger, et Maxime a versé du vin dans des verres en cristal que je ne les avais jamais vus utiliser auparavant. Tout semblait orchestré, répété. Henri, a commencé Maxime en faisant tourner son vin d'une manière qui semblait étudiée. Je dois aborder ce qui s'est passé à l'enterrement. J'y ai complètement dépassé les bornes. J'y ai attendu. Je ne lui ai pas facilité la tâche. J'y ai été soumis à une pression énorme au travail, a-t-il continué, jetant un coup d'œil à Camille pour chercher du soutien. Le stress a eu raison de moi, et j'y ai passé mes nerfs sur vous au pire moment possible. Je suis profondément désolé. Elle excuse sonnait creux. Je pouvais l'entendre dans son ton, le voir dans la façon dont ses yeux fuyaient constamment les miens. Il ne s'agissait pas de remords. Il s'agissait d'autre chose. J'y apprécie cela, ai-je dit prudemment. Camille est intervenue, trop pressée. Nous nous sommes beaucoup inquiétés pour toi, papa. Vivre seul dans cette grande maison, ça doit être si difficile. Notre maison n'était pas grande. C'était 110 mètres carrés, 3 chambres, construites dans les années 70. Mais je ne l'ai pas corrigée. C'est une adaptation, ai-je admis. Maxime s'est penché en avant, son expression se transformant en quelque chose qui aurait pu être conçu pour paraître inquiet. Avez-vous pensé à ce que vous allez faire? Je veux dire, financièrement parlant, la retraite de papa ne peut pas aller bien loin. Et voilà. Moins de 5 minutes après notre arrivée et nous parlions déjà des argents. Je m'en sors, ai-je dit. Mais est-ce vraiment le cas? A insisté Maxime. Cette maison engendre des frais, elle entretient, les charges, la taxe foncière, et à votre âge, Henri, vous devez penser aux frais de santé, aux potentiels soins de longue durée. Toutes ces choses s'additionnent. J'y ai pris une gorgée de vin, elle observant par-dessus le bord du verre. Les mots de Marguerite résonnaient dans mon esprit, laisse-les te montrer qui ils sont vraiment. J'y apprécie votre sollicitude, ai-je dit d'une voix égale. Camille a tendu le bras à travers la table, sa main recouvrant la mienne. Papa, nous voulons t'aider. Nous en avons discuté, eh bien, nous pensons qu'il est peut-être temps d'envisager tes options. Options? Maxime a reposé son verre de vin avec un léger tintement. Cette maison vaut probablement quoi? 250 000 € sur le marché actuel? Peut-être 300 000 avec un peu de chance. C'est un capital important qui dort là. C'est ma maison, ai-je dit doucement. Bien sûr, a dit Maxime, d'un ton apaisant. Mais c'est beaucoup d'espace pour une seule personne. Avez-vous envisagé de prendre plus petit? Il y a de très belles résidences seniors dans la région. Vous auriez moins d'entretiens à vous soucier. Des activités sociales intégrées. Des gens de votre âge. J'y ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine.
Ils essayaient de me faire vendre ma maison. La maison où Marguerite et moi avions construit notre vie. Où nous avions élevé Camille. Où chaque pièce gardait des souvenirs d'elle. J'y ai 68 ans, Maxime, ai-je dit. Pas 90. Je n'ai pas besoin d'un EHPAD. Pas une maison de retraite. Est intervenue Camille rapidement. Juste quelque chose de plus gérable, plus approprié pour ton étape de vie. Plus approprié. Comme si mon deuil avait une superficie appropriée. Et le fait est, a continué Maxime en s'adossant à sa chaise avec une fausse désinvolture, que si vous décidiez de vendre, Camille et moi pourrions vous aider à trouver un endroit. Nous pourrions même vous aider à gérer le produit de la vente. Nous assurer qu'il soit bien investi pour que vous ayez un revenu régulier. C'était ça. La vraie raison de ce dîner. Il voulait accéder à l'argent qu'il pensait que je pourrais tirer de la vente de la maison. C'est très attentionné, ai-je dit, la voix soigneusement neutre, mais je ne suis pas prêt à prendre de grandes décisions pour le moment. L'expression de Maxime a vacillé juste une seconde. De la frustration, peut-être de la déception. Puis le masque s'est remis en place. Bien sûr que non. C'est trop tôt. Mais quand vous serez prêt, nous serons là pour vous. C'est à ça que sert la famille, non? Se soutenir mutuellement. L'ironie de ces mots sortant de sa bouche était presque trop lourde à porter. Le repas a été servi et la conversation a glissé vers des sujets plus sûrs. Maxime a parlé du travail, d'une promotion qu'il attendait. Camille a mentionné la redécoration de leur chambre des amis. Aucun des deux n'a posé de questions sur Marguerite. Aucun des deux n'a demandé comment je tenais vraiment le coup. Aucun des deux n'a semblé remarquer ou se soucier que j'y ai à peine touché à mon assiette. Au moment de partir, Maxime m'a raccompagné à la porte. Il a remis sa main sur mon épaule, ce même geste inconfortable que tout à l'heure. Henri, je sais que nous avons une eau différente, a-t-il dit d'une voix basse, mais je veux que vous sachiez que à l'avenir, les choses seront différentes. Vous êtes de la famille, et la famille prend soin des siens. Je les regarder dans les yeux. Marguerite avait l'habitude de dire la même chose. Quelque chose a vacillé sur son visage, mais il a vite repris contenance. C'était une femme sage. Vous devriez écouter ses conseils. J'y ai conduit pour rentrer chez moi en silence, les mains serrées sur le volant. Tout le dîner n'avait été qu'une mise en scène. Ils ne m'avaient pas invité parce qu'ils étaient inquiets. Ils m'avaient invité parce qu'ils voyaient une opportunité. Ils pensaient que j'y étais vulnérable, seul, financièrement instable. Ils tournaient déjà autour de moi, prêts à fondre pour m'aider de manière à ce que cela leur profite. Au cours des semaines suivantes, les appels sont devenus plus fréquents. Camille appelait pour prendre des nouvelles, mais les conversations dérivaient toujours vers des questions pratiques. Avais-je regardé ces résidences seniors? Avais-je demandé des devis pour les réparations de la maison qui devaient être faites avant la vente? Avais-je parlé à un conseiller financier? Maxime a commencé à m'envoyer des articles, 10 raisons de déménager après la perte d'un proche, gérer ses finances en tant que veuf, et pourquoi vendre votre maison pourrait être la meilleure décision que vous prendrez. Ils étaient patients. Je dois le leur accorder. Ils ne poussaient pas trop fort. C'était plus une pression constante, un rappel permanent qu'ils étaient là, prêts à aider dès que je serais prêt à l'accepter. Puis, environ 6 semaines après la mort de Marguerite, Maxime a fait son geste le plus agressif à ce jour. Il a débarqué chez moi à l'improviste un mardi après-midi. J'y étais dans le jardin, essayant de m'occuper des rosiers de Marguerite comme elle me l'avait appris, même si je m'en sortais très mal. Henri, a crié Maxime, traversant la pelouse avec ses chaussures de luxe. J'y espère que ça ne vous dérange pas que je passe à l'improviste. J'y étais dans le quartier. Il n'était pas dans le quartier. Nous vivons à 20 minutes de chez eux dans un secteur où il n'avait aucune raison de venir. Que puis-je faire pour vous, Maxime? Il a regardé autour de la cour, son expression évaluative. Vous savez, cette propriété est vraiment trop lourde à entretenir pour une seule personne. Regardez ces gouttières. Elles commencent à s'affaisser. Et la clôture là-bas a besoin de réparation. J'y en suis conscient, ai-je répondu. Henri, je peux être franc avec vous? Des homme à homme. J'y ai posé mon sécateur et je me suis levé, essuyant la terre de mes mains. Camille et moi sommes inquiets pour vous, a-t-il dit. Pas seulement pour la maison, mais pour tout le reste. Vous vivez avec une retraite fixe. Vous êtes seul,
et vous ne rajeunissez pas. Nous voulons vous aider, mais vous continuez de nous exclure. Je n'exclus personne. Je pleure ma femme. Je comprends ça, a dit Maxime, mais son ton suggérait le contraire. Mais le chagrin ne paie pas les factures. Le chagrin ne répare pas les gouttières, ne remplace pas les toits et ne couvre pas les urgences médicales. Vous devez être pragmatique ici. Que est-ce que vous suggérez exactement, Maxime? Il a pris une inspiration comme s'il se préparait à dire quelque chose d'important. Vendez la maison. Emménagez dans un endroit plus petit, moins cher. Prenez le capital qui vous reste après avoir payé les frais médicaux de Marguerite, et laissez-moi vous aider à l'investir correctement. J'y ai des contacts, des conseillers financiers qui peuvent faire en sorte que votre argent travaille pour vous. Je l'ai dévisagé. Son audace était stupéfiante. Et je suppose que vous voudriez une sorte de commission pour cette aide? Il a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Il est des usages de rémunérer les conseillers financiers, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de s'assurer que vous êtes pris en charge. Je vois. Vraiment? Il s'est rapproché. Parce que de là où je me tiens, vous êtes un vieil homme têtu qui est trop fier pour admettre qu'il a besoin d'aide. Marguerite n'est plus là, Henri. Vous ne l'avez plus pour vous appuyer sur elle. Vous avez besoin de votre famille maintenant plus que jamais. La manipulation était si flagrante, si transparente que j'y ai failli tout lui dire à cet instant. J'y ai failli révéler que j'y avais plus d'argent qu'il n'en avait gagné dans toute sa carrière. J'y ai failli regarder son visage et s'effondrer quand il réaliserait que je n'avais pas besoin de son aide. Que je n'en avais jamais eu besoin. Mais les mots de Marguerite m'ont arrêté, laisse-les te montrer qui ils sont vraiment. Alors, au lieu de cela, j'y ai juste regardé Maxime, je l'ai laissé ne voir rien d'autre qu'un vieux veuf fatigué, et j'y ai dit, je vais y réfléchir. Son visage s'est illuminé de quelque chose qui ressemblait à du triomphe. C'est tout ce que je demande. Réfléchissez-y. Et Henri, quand vous serez prêt, je suis là. Nous sommes une famille. Après son départ, je suis rentré et j'y ai sorti la lettre de Marguerite, la lisant pour la 100e fois. Elle savait. Elle savait exactement ce qu'ils étaient, ce qu'ils étaient devenus, et elle m'avait fait le cadeau d'une clarté absolue. Maxime pensait me manipuler. Il pensait que j'y étais un vieil homme désespéré et confus, facile à contrôler et à exploiter. Il n'avait aucune idée qu'il creusait simplement sa propre tombe de plus en plus profondément avec chaque gentillesse calculée, chaque fausse inquiétude, chaque tentative transparente de mettre la main sur l'argent qu'il supposait que je n'avais pas. Marguerite m'avait appris la patience. Elle m'avait appris à attendre, à observer, à laisser les gens se révéler pleinement avant de porter un jugement. Maxime et Camille se révélaient parfaitement, et je prenais note de chaque instant. C'est arrivé un mercredi après-midi, 3 mois après la mort de Marguerite. J'y étais à la banque pour faire un dépôt de routine de mon chèque de retraite quand j'y ai remarqué la voiture de Maxime sur le parking de l'autre côté de la rue. Ce n'était pas inhabituel. La banque était en centre-ville, près de son bureau. Ce qui était inhabituel, c'était de le voir entrer dans le hall 20 minutes après mon départ, se dirigeant directement vers l'un des bureaux des conseillers financiers. J'y avais déjà commencé à marcher vers ma voiture quand quelque chose m'a fait faire une pause. Appelez ça l'instinct. Ou peut-être Marguerite qui veillait sur moi. Je me suis assis dans ma voiture, partiellement caché derrière un camion de livraison, et j'y ai attendu. 30 minutes plus tard, Maxime est sorti de la banque. Il était au téléphone, et même de loin, je pouvais voir la frustration sur son visage. Il gesticulait en parlant, sa main libre fendant l'air en mouvement brusque et colérique. Puis, je l'ai entendu prononcer mon nom. J'y ai baissé un peu ma vitre, juste assez pour saisir des fragments de sa conversation alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Le vieux n'a rien. J'y ai fait vérifier ses comptes, à peine 10 000 balles au total. Je ne sais pas ce que Camille s'attendait à ce que je trouve. Mes mains se sont crispées sur le volant. Il avait vérifié mes comptes bancaires, ou du moins essayé. Le banquier avait manifestement refusé de lui donner des informations complètes, mais Maxime avait clairement fouillé, essayant de découvrir exactement combien d'argent j'y avais. Ce soir-là, Camille a appelé. Sa voix était tendue, crispée par quelque chose que je n'ai pas pu identifier tout de suite. « Papa, il faut qu'on parle. Est-ce que Maxime et moi on peut passer demain? » À propos de quoi? Une pause. On en discutera demain. À 19h.
Il y avait quelque chose de différent dans son ton, pas la fausse douceur du dîner d'il y a quelques semaines. C'était plus dur, plus exigeant. Ils sont arrivés à 19 heures précises. Maxime portait un dossier, le genre qu'on utilise pour les documents importants. Camille avait l'air mal à l'aise, ses yeux ne croisant pas vraiment les miens quand ils sont entrés. « Asseyons-nous » a dit Maxime, la voix très professionnelle maintenant. Et l'illusion de l'amabilité avait disparu. Nous nous sommes installés dans le salon. Maxime a posé le dossier sur la table basse, mais ne l'a pas encore ouvert. Henri, a-t-il commencé. Nous avons été patients. Nous avons essayé de vous faire entendre raison, mais vous ne prenez pas de bonnes décisions, et nous craignons que vous ne soyez plus compétent pour gérer vos affaires. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Pardon? Camille s'est tortillée des inconforts. Papa, tu ne penses pas clairement. Nous comprenons que le deuil puisse brouiller le jugement, mais tu as besoin d'aide. De vraie aide. Ce que dit Maxime, a continué Camille, les mots sortant plus vite maintenant, c'est que nous avons consulté un avocat. À ton âge, après une perte majeure comme maman, il y a des options légales pour s'assurer que tu es protégé. Maxime a ouvert le dossier, en a sorti un document, et elle a fait glisser sur la table vers moi. Il s'agit d'une procuration générale. Cela permettrait à Camille et moi de prendre des décisions financières et médicales en votre nom, pour votre propre protection. J'y ai fixé le document, puis je les ai regardés. Vous voulez que je signe pour abandonner mon autonomie? Nous voulons vous aider, a dit Maxime, mais son ton était impatient maintenant. Vous vivez seul. Vous ne gérez clairement pas bien la situation. Regardez cet endroit, a-t-il fait un geste englobant la pièce. Il était vrai que Joël n'avait pas entretenu les choses comme Marguerite l'avait fait. Il y avait de la poussière sur les étagères, de la vaisselle dans l'évier. La maison, qui avait toujours été chaleureuse et accueillante, avait maintenant l'air fatiguée et négligée. Cette maison tombe en ruine, tout comme vous, a poursuivi Maxime. Vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas prendre de décisions rationnelles concernant votre avenir. La chose la plus gentille que nous puissions faire est de vous enlever ce fardeau des épaules. Le fardeau de ma propre vie? Ai-je demandé doucement. Camille s'est penchée en avant. Papa, s'il te plaît, signe les papiers. Laisse-nous t'aider. Nous pouvons vendre la maison, t'es installé dans un bel établissement où les gens pourront s'occuper de toi. Tu serais en sécurité, pris en charge. N'est-ce pas ce que maman aurait voulu? La mention de Marguerite, elle utilisée comme outil de manipulation, a finalement brisé quelque chose en moi. Elle n'ose pas me dire ce que Marguerite aurait voulu, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Tu n'as même pas défendu son mari à son enterrement. Le visage de Camille a rougi. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Ton mari s'est moqué de moi, m'a humilié alors que ta mère était dans un cercueil à 4 mètres de là, et tu n'as rien dit. Et maintenant, tu veux me dire ce qu'elle aurait voulu? Maxime s'est levé brusquement. Écoutez, le vieux, nous essayons de faire les choses correctement, de la manière légale. Mais ne vous y trompez pas, si vous ne signez pas ça volontairement, nous pouvons poursuivre des autres options. Une mise sous tutelle, une audience pour incompétence mentale. Nous avons des documents prouvant votre déclin. Des documents? Il a sorti des autres papiers du dossier, des photos de votre maison montrant la négligence, des témoignages de voisins concernant des comportements inquiétants, une déclaration de Camille sur votre confusion et vos problèmes de mémoire. J'y ai regardé ma fille. Tu mentirais à mon sujet pour me faire déclarer incompétent devant un tribunal? Elle a refusé de croiser mon regard. Ce n'est pas un mensonge si nous croyons que c'est vrai, papa. Tu n'es plus toi-même. La trahison était totale. Il ne faisait même plus semblant. C'était une prise de contrôle hostile, pure et simple. Ils avaient essayé la patience. Ils avaient essayé la manipulation. Et maintenant, ils passaient à la force. Sortez, ai-je dit doucement. Maxime a ri. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le choix ici. Signez les papiers ou nous irons au tribunal. Dans tous les cas, nous obtiendrons le contrôle de vos actifs. Le peu qu'il y en a, ai-je dit. Sortez de chez moi. Votre maison pour le moment, a ricané Maxime, le masque complètement tombé. Mais plus pour longtemps. Camille est votre seule famille, votre seule héritière. Tout ce que vous avez sera à nous de toute façon.
Nous essayons juste de vous aider à faire la transition. Je me suis levé lentement, j'y ai marché vers la porte et elle est ouverte. Partez maintenant. Camille s'est levée, les larmes aux yeux, mais je ne pouvais pas dire si elles étaient réelles ou feintes. Papa, s'il te plaît. Nous essayons de te protéger. Non, ai-je dit. Vous essayez de me voler. Il y a une différence. Maxime a attrapé le dossier, le visage rouge de colère. Vous faites une énorme erreur. Vous allez le regretter. Je regrette beaucoup de choses, ai-je dit en regardant Camille. Mais vous tenir tête et n'en faites pas partie. Après leur départ, je me suis assis dans le salon plongé dans le noir pendant un long moment. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Ils avaient planifié tout cela. Les appels soi-disant inquiets, les visites, les suggestions de vendre la maison. Tout avait conduit à ce moment. Le moment où ils essaieraient de prendre le contrôle légal de ma vie. J'y ai pris mon téléphone et j'y ai appelé Maître Dupont. Julien, c'est Henri Dumas. J'y ai besoin de vous voir demain matin. À la première heure. Tout va bien? Ils ont fait leur mouvement, ai-je dit. Et maintenant, il est temps de faire le mien. Le lendemain matin, je me suis assis dans le bureau de Maître Dupont et je lui ai tout raconté, l'invitation à dîner, les visites de Maxime, la demande de procuration, les menaces de mise sous tutelle. L'avocat a écouté, son expression s'assombrissant à chaque détail. Ils ont essayé d'accéder à vos comptes bancaires, a-t-il dit quand je lui ai parlé d'avoir vu Maxime à la banque. C'est potentiellement illégal selon la façon dont il s'y est pris. Peuvent-ils vraiment obtenir une mise sous tutelle? Ai-je demandé. Ils peuvent essayer, a répondu Maître Dupont avec prudence. Mais ils devraient prouver l'incompétence, documents médicaux, évaluation psychiatrique, preuve de l'incapacité à prendre soin de soi. Des photos d'une maison poussiéreuse et le témoignage d'une fille seule ne suffiront pas, surtout pas quand je peux présenter des preuves de votre réelle perspicacité financière. Il a sorti un dossier. Votre portefeuille des investissements, géré par vous-même au cours des 3 derniers mois depuis le décès de Marguerite, a augmenté de 4%. Vous avez pris des décisions judicieuses, payé vos factures à temps, tout géré à la perfection. Vous êtes loin d'être incompétent. Que dois-je faire? Maître Dupont s'est adossé à sa chaise. Cela dépend. Que voulez-vous faire? Marguerite vous a demandé d'attendre pour les laisser se révéler. Je dirais qu'ils l'ont fait de manière très approfondie. La question est, que se passe-t-il ensuite? J'y ai pensé à la lettre de Marguerite, à ses dernières volontés, au test qu'elle avait mis en place pour Camille et Maxime. Ils avaient échoué. Spectaculairement, totalement échoué. Organisez une réunion, ai-je dit. Je veux qu'ils reviennent chez moi demain soir. Dites-leur que je suis prêt à discuter de leurs propositions. Maître Dupont a haussé un sourcil. Vous êtes sûr? Très sûr. Et je veux que vous soyez là. Je veux un témoin. Je veux que tout soit documenté. Il a hoché la tête lentement. Que prévoyez-vous, Henri? J'y ai repensé au ricanement de Maxime, à la trahison de Camille, aux années de mépris et de cruauté que j'y avais endurées pour préserver la paix. Je prévois de leur donner exactement ce qu'ils méritent, ai-je répondu. La vérité. Maître Dupont a passé les appels cet après-midi-là. Camille a décroché à la première sonnerie, la voix impatiente. Papa veut nous voir, ai-je entendu dire. Demain soir. Oui. Oui, nous y serons. Dites-lui qu'il fait le bon choix. J'y ai passé cette nuit-là à me préparer. J'y ai sorti toutes les lettres de Marguerite, chaque document que Maître Dupont m'avait donné, chaque preuve de la vie que Marguerite et moi avions construite ensemble, la vie qu'ils avaient rejetée, et l'amour dont ils s'étaient moqués, la réussite qu'ils n'avaient jamais vue parce qu'ils étaient trop occupés à nous mépriser. J'y ai nettoyé la maison de fond en comble. Je voulais qu'ils voient que j'y étais parfaitement capable, parfaitement compétent, parfaitement conscient de tout ce qu'ils avaient essayé de faire. Quand j'y ai eu fini, je me suis assis dans le fauteuil de Marguerite et j'y ai tenu sa lettre une dernière fois. Demain, ai-je murmuré à sa photo sur la cheminée. Demain, ils apprendront qui je suis vraiment. Qui nous étions vraiment. Le soleil matinal a traversé les fenêtres, illuminant la pièce que Marguerite avait tant aimée. J'y avais été patient. J'y avais attendu. Je les avais laissés se révéler complètement. Maintenant, il était temps pour eux d'affronter les conséquences de leur propre cruauté. Et j'y étais prêt.
Ils sont arrivés à 19h pile à l'heure. Maxime est entré le premier, cette expression suffisante et familière déjà en place. Camille suivait, serrant son sac à main comme un bouclier. Ils se sont tous les deux arrêtés quand ils ont vu Maître Dupont assis dans mon salon. « Qui est-ce » a demandé Maxime, la méfiance s'insinuant dans sa voix. « Mon avocat » ai-je dit calmement. « Maître Julien Dupont. J'y ai pensé que nous devrions avoir une représentation légale pour cette discussion. Après tout, c'est vous qui avez impliqué des avocats là-dedans. » La mâchoire de Maxime s'est crispée, mais il s'est vite repris. « Bien, finissons-en. » Ils se sont assis sur le canapé. L'avocat est resté sur la chaise près de la fenêtre, son attaché-caisse à ses pieds. Je me tenais près de la cheminée, la photo de Marguerite juste derrière moi. « Alors » a dit Maxime en sortant son dossier. « Vous avez retrouvé la raison. Vous êtes prêt à signer la procuration. » « Pas exactement, ai-je dit. » Camille s'est penchée en avant. « Papa, nous en avons déjà parlé. C'est pour ton propre bien. Laisse-moi te demander quelque chose, Camille. » J'y ai gardé ma voix posée, calme. « Te souviens-tu de ce que ta mère t'a dit la dernière fois que tu lui as rendu visite à l'hôpital ?» Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. « Que est-ce que ça a à voir avec tout ça ? Fais-moi ce plaisir. » Elle a bougé, mal à l'aise. Elle a dit qu'elle m'aimait. Elle a dit de prendre soin de toi. Elle a dit ça, ai-je confirmé. Elle a dit de prendre soin de moi. Et c'est ce que tu penses qu'elle voulait dire ? Essayer de me déclarer incompétent, menacer de me mettre sous tutelle, tenter de me voler mon autonomie ? Nous ne volons rien, est intervenu Maxime. Nous vous protégeons contre vous-même. Me protéger de quoi exactement ? De prendre de mauvaises décisions. De me faire abuser ? De finir dans la misère parce que je suis trop têtu pour accepter la réalité ? J'y ai presque souri. La réalité ? C'est un mot intéressant. Laissez-moi partager un peu de réalité avec vous. J'y ai fait un signe de tête à l'avocat, qui a ouvert son attaché-caisse et a sorti un épais dossier. Il y a 3 mois, ai-je commencé. L'avocat de Marguerite m'a contacté. Il m'a informé de quelque chose que j'ignorais, quelque chose que Marguerite avait gardé privé pendant 40 ans. L'expression de Maxime a légèrement changé. J'y ai vu le calcul dans ses yeux. Marguerite était une investisseuse, ai-je continué. Une investisseuse très brillante. Elle a pris un petit héritage en 1983 et elle a transformé en un portefeuille conséquent. Conséquent à quel point ? A demandé Maxime, essayant de paraître désinvolte mais échouant lamentablement. J'y ai pris un document sur la table des appoints et j'y ai lu. À ce matin, le patrimoine que Marguerite m'a laissé est évalué à 8 723 412 €. Le silence qui a suivi était absolu. Le visage de Camille est devenu livide. La bouche de Maxime s'est littéralement ouverte. « C'est impossible », a fini par dire Maxime. « Vous mentez. » Maître Dupont s'est levé, a sorti une pile de documents et les a placés sur la table basse. Relevé bancaire, portefeuille des investissements, actes de propriété, tous légalement documentés et vérifiés. Monsieur Dumas possède considérablement plus d'argent que vous deux, je suppose. Maxime a attrapé les papiers, ses mains tremblant alors qu'il les feuilletait. J'y ai regardé son visage changer, elle observant assimiler ce que cela signifiait. Toute la condescendance, toutes les moqueries, toutes les tentatives de me contrôler, elles avaient été dirigées vers un homme qui aurait pu l'acheter et le revendre plusieurs fois. Tu savais, a chuchoté Camille en me regardant. Pendant tout ce temps, tu savais. Je l'ai découvert 9 jours après l'enterrement de ta mère, ai-je dit. 9 jours après que Maxime m'a dit que Marguerite était mieux morte que mariée à un raté. 9 jours après que tu sois resté là à ne rien dire pendant qu'il m'humiliait à son enterrement. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. Papa, je ne savais pas. Si j'y avais su, je n'aurais jamais. Tu n'aurais jamais quoi ? Je l'ai coupé. Tu n'aurais jamais essayé de me faire déclarer incompétent ? Tu n'aurais pas comploté avec ton mari pour voler le peu que vous pensiez que j'y avais ? La seule chose qui aurait changé, c'est que tu aurais été plus gentil en le faisant. Maxime fixait toujours les documents, son visage passant par le choc, la colère et quelque chose qui ressemblait à de la panique. Marguerite m'a laissé une lettre, ai-je poursuivi. Elle m'a demandé d'attendre,
de vous laisser me montrer qui vous étiez vraiment avant que je ne prenne de décision concernant cet argent. Elle voulait que je voie la vérité sans le filtre de la politesse ou de l'obligation. J'y ai sorti la lettre de Marguerite de ma poche. Elle a écrit « Laisse-les te montrer qui ils sont vraiment quand ils pensent que tu n'es toujours que le pauvre vieil Henri. » Et vous elle avait fait. Vous m'avez montré exactement ce que vous êtes devenu. Monsieur Morgan, est intervenu maître Dupont, la voix professionnelle et glaciale. Je me dois de vous informer que votre tentative d'accès aux informations bancaires privées de Monsieur Dumas était illégale. La banque a déposé un signalement. De plus, vos menaces concernant la mise sous tutelle, combinées à vos motivations financières, constituent un abus de faiblesse selon la loi. La tête de Maxime s'est relevée d'un coup. Vous ne pouvez pas prouver ça. En fait, nous le pouvons. Maître Dupont a sorti un autre document. Monsieur Dumas a enregistré vos conversations, et l'enregistrement est une preuve recevable au pénal pour extorsion et abus de faiblesse. Nous avons des preuves de chaque menace, de chaque manipulation, de chaque tentative de le contraindre à céder ses actifs. Camille s'est levée brusquement. Papa, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Le pouvons-nous? Ai-je demandé. Peux-tu réparer des années de mépris? Peux-tu réparer le fait d'être resté les bras croisés pendant que ton mari se moquait de moi? Peux-tu réparer la tentative de me voler mon indépendance? Dis-moi, Camille, comment tu répares ça? Elle pleurait ouvertement maintenant. J'y avais tort. Nous avions tort. Mais s'il te plaît, ne nous repousse pas. Tu es tout ce qu'il me reste. Ce n'est pas vrai, ai-je dit doucement. Tu as Maxime. Tu as fait ton choix il y a des années et ce n'était pas moi. Maxime a enfin retrouvé sa voix, mais elle était différente maintenant. Désespérée. Henri, écoutez, on peut repartir à zéro. Oubliez tout ça. Vous avez raison. J'y ai dépassé les bornes. Largement dépassé les bornes. Mais nous sommes une famille, et la famille se pardonne, non? Je les regarder. Cet homme qui avait passé des années à me faire me sentir petit, inutile, invisible. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ai-je dit. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'en est jamais agi. Marguerite et moi n'avions pas besoin de millions pour être heureux. Nous avions l'un et l'autre. Nous avions l'amour. Nous avions une vie remplie de petits moments magnifiques que vous ne pourrez jamais comprendre parce que vous n'accordez de valeur qu'aux choses auxquelles vous pouvez mettre un prix. Je me suis tourné vers Camille. Ta mère m'a laissé cet argent parce qu'elle savait. Elle savait que tu avais perdu ton chemin. Elle savait que Maxime t'avait empoisonné contre tout ce que nous avons essayé de t'enseigner. Elle m'a fait ce cadeau, non pas seulement comme sécurité financière, mais comme clarté, comme preuve de ce que j'y avais toujours soupçonné, mais ne voulais pas croire. Quoi? A demandé Camille, la voix brisée. Que je t'avais déjà perdu bien avant que ta mère ne meure. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Camille s'est effondrée sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Maxime a essayé une dernière fois. Nous pouvons arranger ça. Dites-nous juste ce que vous voulez. Ce que je veux? Ai-je dit lentement. C'est que vous partiez, tous les deux. Et que vous ne reveniez pas. Vous coupez les ponts avec nous? A demandé Maxime, incrédule. Pour ça? Non, ai-je corrigé. Vous avez coupé les ponts avec moi il y a des années. Je l'accepte enfin, c'est tout. Maître Dupont s'est levé, rassemblant ses documents. Monsieur et Madame Morgan, je vous suggère fortement de partir. Tout nouveau contact avec Monsieur Dumas sera considéré comme du harcèlement et sera traité en conséquence. Maxime s'est levé, le visage rouge de rage. Vous le regretterez. Vous êtes un vieil homme seul, et vous mourrez seul avec tout cet argent et personne à qui le léguer. Je préfère mourir seul avec ma dignité, ai-je dit, que de vivre entouré de gens qui ne m'estiment que pour ce que je peux leur donner. Camille s'est levée lentement, ses jambes semblant à peine la soutenir. Papa, s'il te plaît. Au revoir, Camille. Elle a tendu la main vers moi, mais j'y ai reculé d'un pas. Elle est restée là un moment, la main tendue, puis elle a lentement baissé. Elle s'est retournée et a marché vers la porte. Maxime a suivi, mais sur le seuil, il s'est retourné une dernière fois. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si, ai-je répondu calmement.
Ça elle est. Après leur départ, Maître Dupont et moi sommes restés assis en silence pendant un long moment. C'est été difficile, a finalement dit l'avocat. C'est été nécessaire. Il a rangé son attaché-caisse. Que allez-vous faire maintenant? J'y ai regardé la photo de Marguerite sur la cheminée. Je vais vivre la vie qu'elle voulait que nous ayons. Je vais voyager, voir le monde. Je vais créer une fondation à son nom pour les enseignants, pour l'éducation. Je vais m'assurer que son héritage soit synonyme des amours et des apprentissages, et non lié aux personnes qui ont essayé de l'exploiter. Et votre fille? J'y ai gardé le silence un instant. La porte n'est pas verrouillée, mais elle devra choisir de la franchir en tant que personne en qui je peux avoir confiance, quelqu'un dont Marguerite aurait été fière. Dès ici là, si ce jour arrive, je dois me protéger. Marguerite m'a appris cela. L'avocat est parti, et je me suis retrouvé seul dans la maison, mais elle ne semblait plus vide. Elle semblait paisible. J'y ai passé les mois suivants à faire exactement ce que j'y avais dit à Maître Dupont. J'y ai voyagé en Italie, l'endroit que Marguerite avait toujours rêvé de voir. Je me suis tenu dans le Colisée et j'y ai chuchoté à sa photo, lui parlant de l'histoire, de la beauté, de la façon dont la lumière tombait au coucher du soleil. J'y ai créé la Fondation Marguerite Dumas, offrant des bourses aux enseignants et des financements aux écoles défavorisées. Chaque vie qu'elle touchait était un témoignage à la femme qui m'avait tout donné, y compris la vérité. Camille a essayé de me contacter 2 fois avec de brefs emails soigneusement rédigés. Je n'ai pas répondu. Maxime, j'y ai entendu dire par des connaissances, avait sombré, problèmes financiers, stress, ils ont divorcé dans l'année. Je n'ai rien ressenti face à cela. Ni satisfaction, ni pitié, juste la reconnaissance distante que les actes ont des conséquences. 1 an après la mort de Marguerite, je me suis tenu devant sa tombe avec des fleurs fraîches. La pierre était simple, comme elle l'aurait voulu. Tu avais raison, lui ai-je dit. Surtout. Sur le fait de les laisser me montrer la vérité, sur le fait de ne pas les laisser me faire me sentir petit. Le vent a bruissé dans les arbres, et à l'espace d'un instant, j'y ai presque pu entendre sa voix, tu n'es pas petit, Henri. Tu ne l'as jamais été. J'y ai souri, des larmes coulant sur mon visage, mais ce n'était plus des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de libération. J'y avais passé 68 ans à apprendre ce qu'était l'amour. Et à la fin, Marguerite m'avait enseigné une dernière leçon, que parfois, le plus grand acte des amours est de savoir quand lâcher prise. Je me suis éloigné de sa tombe, le soleil réchauffant mon visage. J'y avais un vol à prendre le lendemain matin. La Grèce, cette fois. Marguerite avait toujours voulu voir le Parthénon. Derrière moi, le passé reposait paisiblement sous la terre. Devant moi, l'avenir s'étendait, plein de possibilités et de liberté. Et pour la première fois depuis l'enterrement, je me sentais vraiment, complètement en paix. Je n'étais pas un raté. Je ne l'avais jamais été. J'y étais exactement celui que Marguerite avait toujours connu, un homme qui aimait profondément, qui travaillait honnêtement, et qui méritait le respect non pas à cause de l'argent, mais à cause de son caractère. Et maintenant, enfin, j'y croyais aussi.